Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast 2025 de la journée de rentrée des professionnels jeunesse de Savoie, un podcast proposé par InfoJeunes Savoie et l'unité jeunesse du département. Nous sommes à Albertville, dans l'enceinte de la Halle Olympique, comme l'année dernière en 2024, et cette journée de rentrée avec pour thématique « Partir un jour en séjour ». Car oui, à partir quand on est jeune permet de grandir, de s'émanciper, de gagner en autonomie, en confiance en soi, mais c'est également aussi pour les professionnels jeunesse des moments pour monter en compétences ou bien encore côtoyer les jeunes dans un tout autre cadre. Et à cette occasion, une table ronde était organisée ce matin. Elle était intitulée « Partir pour grandir, croiser les regards pour penser les séjours comme levier pédagogique et de cohésion sociale ». Je reprends ma respiration. Un vaste sujet animé par les intervenants qui sont avec moi autour de la table. Tout d'abord, Hugo Bréant, tu es chargé d'études et de recherche à l'INJEP. Salut. Lydia Thyrus, tu es chargée de mission à l'Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes. Salut. Bonjour. Et puis Nicolas Riboulet, président de la Fédération départementale du tourisme social. Bonjour. Bonjour à tous les trois et merci de participer à ce podcast. Première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois. Nous arrivons à la fin de cette journée de rentrée. Vous avez pu, après votre table ronde ce matin, échanger et participer avec des professionnels jeunesse du territoire dans différents ateliers, au moment de la pause repas, au moment des différentes pauses. J'imagine que pour vous, c'était très enrichissant dans le cadre de vos missions et de vos recherches d'être au plus près des acteurs de terrain. Que retenez-vous de ces échanges à la fin de cette journée ? Nicolas. Alors une journée comme aujourd'hui, pour moi, président d'association et organisateur de séjours de vacances, c'est du bonheur d'abord. Si on considère que partir en séjour collectif, c'est un acte éducatif, une journée comme aujourd'hui, pour moi, c'est un laboratoire qui illustre à lui seul l'enjeu de l'éducation, c'est-à-dire du formel, la table ronde ce matin et les ateliers, et de l'informel, où on se retrouve autour d'un café, d'un repas ou dans un entre-deux. C'est du bonheur parce que ça permet de se confronter, de réagir, de ne pas être d'accord, mais surtout c'est le moyen de fabriquer du collectif et de construire un avenir véritablement commun par cette confrontation-là. Si on est tous d'accord, on ne va pas réussir à produire du collectif. Donc si partir en vacances c'est un droit fondamental, une journée comme aujourd'hui ça permet de le réaffirmer et de trouver un langage commun pour en faire vraiment quelque chose de palpable au quotidien. Lydia, tu partages ce que dit Nicolas ? Oui, absolument. Et puis nous, en fait, moi, je suis personnellement très contente de voir que notamment l'enthousiasme qu'ont les personnes à l'écoute de nos études, de nos données, et puis aussi de voir que les constats qu'on observe au niveau national, ça fait écho, ça répond à des observations au niveau local. C'est vrai quand on a l'habitude de traiter des données, de pouvoir après avoir un retour par des acteurs terrain qui nous partagent aussi eux ce qu'ils voient, leurs problématiques, leurs inquiétudes, et nous on le voit aussi à travers les données, c'est beaucoup plus rassurant et ça donne aussi une valeur à ce qu'on fait. En fait, j'ai aucun doute sur l'intérêt de nos travaux, mais vraiment de le voir, de le sentir de la parole d'autres, d'acteurs qui vivent dans ce quotidien-là. C'est vraiment très enthousiasmant. Et notamment, moi j'ai participé cet après-midi à un atelier sur le partage d'expériences sur les difficultés et les leviers observés. Et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir aborder à la fois les exemples qui marchent bien chez les uns et chez les autres, pour montrer qu'il y a des pratiques qui fonctionnent, des démarches, des initiatives aussi innovantes, pour donner un peu de l'espoir sur les problématiques qu'on peut rencontrer, les difficultés dans l'organisation des séjours collectifs par exemple. Donc là je trouvais ça chouette au moins de terminer sur une note positive, optimiste sur les séjours. Et les professionnels sont très friands de toutes les études qui sont mises à disposition durant toute la journée, les études que vous avez apportées avec vous. Moi j'ai vu beaucoup de curieuses et de curieux repartir déjà avec beaucoup de fascicules, de dépliants que vous avez mis à disposition. Donc je pense qu'effectivement, il y a ce côté très intéressant, très enrichissant pour les professionnels aujourd'hui de se retrouver déjà entre pairs, mais également de pouvoir repartir avec de la donnée, avec évidemment toutes les infos que vous avez partagées lors de la table ronde, mais de repartir comme ça avec des éléments très concrets, je pense que c'est une des grandes forces aussi de cette journée. Hugo, tu partages aussi ce qui a été dit par Lydia et Nicolas ? Je partage complètement le double constat, à la fois le plaisir que c'était de rencontrer des professionnels et puis après
après, le fait que ça donne du sens en tout cas moi, à ma mission de chercheur. La recherche, si elle est déconnectée du terrain et des professionnels, elle n'a pas beaucoup de sens. D'abord parce que la recherche, on la mène au quotidien avec des professionnels et qu'il y a aussi l'enjeu du retour auprès d'eux. Donc en plus, moi je trouve que c'est toujours extrêmement complémentaire en fait ce regard. On a des regards différents sur le même réel, donc c'est bien de les confronter. Après, c'est sûr que c'est une complémentarité qui est à construire, ça ne va pas de soi pour tout le monde. Le chercheur paraît toujours un peu descendant, le professionnel paraît toujours un peu la tête dans le guidon, mais en fait, on voit bien aujourd'hui que c'est important de croiser les deux. Et puis après, moi, je retiens surtout, alors je ne le découvre pas, mais à chaque fois qu'on parle d'animation, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Ça m'a marqué dans les questions et dans les tables, dans les ateliers cet après-midi, c'est qu'on a vite débordé de la question des séjours. On est parti sur le secteur de l'animation plus généralement et tout le monde s'interroge sur le sens de son métier, les missions qui sont les siennes auprès des jeunes, et on voit bien la différence qu'il peut y avoir entre ce qu'on a envie de faire des séjours. Il y a des grands enjeux éducatifs, sociaux, politiques. On a envie d'emmener les jeunes quelque part, notamment en tant que citoyens. Et puis tout de suite, l'alerte que tout le monde a dans la tête du manque de moyens matériels qu'on a pour le mener, du manque de reconnaissance des métiers de l'animation. Et en ça, on sent bien que ça transpire un peu dans tous les échanges. Donc c'est bien de miser sur l'engagement des professionnels, mais il faut effectivement que les politiques publiques puissent les soutenir. Et on va revenir sur la table ronde qui avait lieu ce matin, sur laquelle vous avez participé, animé et alimenté un peu tout le contenu. Vous êtes revenu sur énormément de données, d'informations, un historique aussi sur les séjours collectifs avec des infos même un peu croustillantes. Je pense à toi, Nicolas, qui a partagé cette info que je ne connaissais pas sur le fait que la Savoie a accueilli la première classe de découverte sur une durée de 6 semaines. 6 semaines, ça a fait réagir la salle d'ailleurs sur la durée longue d'une telle classe. Et puis aussi des données intéressantes à découvrir comme l'après-Covid et comment les séjours ont dû se réinventer pour repartir après cette phase d'arrêt et inédite pour notre histoire. Je me tourne vers toi, Hugo. Quel regard tu portes aujourd'hui sur l'évolution des séjours collectifs ? C'est vrai que le Covid a marqué un peu les esprits. Tout le monde s'est mis à paniquer parce que tout s'arrêtait et qu'on s'est dit ça y est, il n'y a plus de séjours, il n'y a plus de jeunes, qu'est-ce qu'on va faire ? Ce qui est intéressant de voir, c'est que d'abord la crise autour du Covid, elle a duré un peu en 2021, mais on est en train de reprendre des taux qui sont plutôt ceux d'avant. Ce qui est intéressant, et c'est ce que j'essaie de souligner un peu ce matin, c'est que oui, il y a une baisse des séjours, ça on ne peut pas le nier. Si on regarde les 15 dernières années, il y a moins de séjours, il y a moins d'enfants qui partent dans des séjours collectifs. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir qu'il y a une transformation surtout de ces séjours. Une évolution marquante, c'est le raccourcissement. J'ai un peu radoté ce matin là-dessus, mais je pense que c'est important. C'est le raccourcissement des séjours. Effectivement, on est très loin des 6 semaines de la Savoie. Raccourcissement des séjours, d'une part parce que l'offre change, les collectivités proposent de plus en plus des séjours courts, parce que les aides changent, la CAF soutient davantage les courts séjours plutôt que les longs séjours, notamment en colo. Et on a justement un passage plutôt des séjours en colonie de vacances qui était la norme, aujourd'hui au séjour court en accueil de loisirs. Ça raccourcit parce que les parents ont des craintes d'envoyer longtemps leurs enfants à l'extérieur. Ça raccourcit aussi parce que les enfants peuvent avoir des appréhensions. Qu'est-ce que ça va être de passer 2 semaines intégrales avec tout le monde, jour et nuit ? Ça diminue aussi parce qu'il y a une culture de l'animation peut-être qui se perd, puisque les enfants partent moins en colo, puisque les animateurs qui sont formés partent moins en colo, et on se retrouve avec des séjours, une habitude du séjour court qui est devenue aussi la norme. Et puis l'autre évolution qui est marquante, c'est celle des inégalités sociales qui persistent encore largement. On a un accès aux vacances et aux séjours qui est toujours réservé aux milieux sociaux les plus favorisés, les classes moyennes, les classes supérieures, et les classes populaires, elles partent moins. Alors oui, les organisateurs peuvent trouver des solutions pour essayer d'aider certains jeunes à partir, mais là encore, je le répète, la solution peut aussi venir des pouvoirs publics, des aides, des dispositifs à mettre à disposition des jeunes des classes populaires, quoi.
Et je retiens ce matin aussi dans ce que tu as dit, Hugo, et avant de parler aussi des apports que Lydia va nous parler aussi ensuite, tu as parlé du fait que quand on part en séjour, c'est pour grandir, sortir de l'enfance, faire des rencontres, gagner en confiance et découvrir d'autres horizons aussi également. Tu veux que je donne les points positifs dès maintenant? Ça peut être intéressant. Ouais. C'est effectivement quelque chose qui ressort de toutes les enquêtes qu'on mène auprès des jeunes. Les jeunes eux-mêmes identifient plein d'avantages, plein d'apports à leur propre séjour. Pas forcément avec des mots qui sont ceux qu'on peut avoir dans les projets pédagogiques d'émancipation, de cohésion sociale, de citoyenneté, mais effectivement, les jeunes se sentent grandir, voient qu'ils peuvent faire des choses sans leurs parents, sans leurs proches, qu'ils peuvent passer des caps de l'enfance, de l'adolescence et progressivement se diriger vers l'âge adulte. Ils voient qu'en séjour, ils peuvent se transformer, prendre confiance en eux, valoriser des choses qu'on ne peut pas valoriser auprès de ses proches, qu'on ne peut pas valoriser à l'école. Les jeunes insistent beaucoup aussi quand ils partent sur le fait d'être ensemble avec d'autres jeunes. Ce qui est surtout mis en avant, c'est le plaisir de passer du temps avec d'autres, de rencontrer des copains, mais aussi pourquoi pas d'y aller avec des amis. Et puis le dernier point que les enfants et les jeunes mettent beaucoup en avant, c'est l'importance de la mixité, d'aller rencontrer d'autres que soi, d'autres genres, d'autres classes sociales, d'autres cultures. C'est toujours intéressant d'aller rencontrer. On voit bien que des fois ça frictionne un peu et que peut-être c'est pas facile de se confronter à l'autre, mais c'est en tout cas ça fait partie des choses que les jeunes mettent beaucoup en avant dans leur expérience des séjours collectifs. Lydia, toi, tu as partagé ce matin avec l'audience, dans le cadre de ton travail et de tes missions et de tes recherches, tu es allé en immersion dans différents séjours collectifs. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience directement sur le terrain et qu'est-ce que tu as observé auprès du public, des jeunes, des enfants, mais aussi également des professionnels, des animatrices, animateurs? Oui, absolument. En fait, donc c'était dans le cadre de ma prise de poste. Donc c'est vrai que moi, le sujet des séjours collectifs, des centres de loisirs, je n'ai jamais connu ça quand j'étais enfant. Donc j'ai tout simplement demandé au conseil d'administration si je pouvais aller faire découvrir ces centres-là. T'étais jamais parti toi en séjour Non, collectif? Jamais. Okay. Et d'ailleurs, j'avais une image qui a complètement changé depuis mon immersion. Mais j'ai demandé à vraiment aller vraiment faire de l'immersion dans le sens où je voulais vraiment rester plusieurs jours sur place et pas juste faire une visite pour voilà. Je voulais vraiment expérimenter la vie avec les enfants et les adultes. Et ce que j'ai découvert, c'est là toute la notion du projet pédagogique. En fait, moi je pensais qu'une colonie de vacances, c'était vraiment on venait consommer de l'activité, vraiment sans se poser la question de est-ce que l'enfant, en fait, on lui accorde un temps de parole, même dans un temps collectif d'écoute de soi. Et j'étais vraiment très agréablement surprise par les différents temps proposés pour prendre en compte le rythme de l'enfant, sa parole. On a la levée le matin avec à respecter. L'enfant peut se lever à l'heure qu'il le veut dans une tranche horaire. Après l'après-midi, il fait des activités et il choisit ou non de faire son activité. Et le soir, avec la veillée, ça lui permet aussi de faire d'autres activités dans un temps un peu différent. Et il y a aussi ces temps en groupe, on demande aux enfants comment il s'est senti pendant la journée, ce qui s'est bien passé, moins bien passé. Il y a vraiment une attention à considérer la parole de chaque enfant. Et ça, j'ai trouvé vraiment chouette de pouvoir en fait donner cet espace-là à l'enfant, parce que c'est très peu proposé à l'enfant d'être considéré vraiment que sa parole soit légitime et entendue. Donc ça, c'est vraiment un aspect que j'ai apprécié, que j'ai aussi envie de partager, que je montre dans les études, mais aussi quand j'en parle autour de moi, de dire est-ce que vous connaissez les séjours de vacances qu'on y fait, là moi j'ai été voir ce que ça fait et je trouvais ça vraiment chouette de pouvoir le partager. Donc voilà. Et d'ailleurs je me suis dit que j'aimerais bien faire aussi d'autres séjours dans des centres pour savoir en fait si c'est aussi la même chose, cet aspect pédagogique. On prend le temps de co-construire. Dans les séjours où j'ai été, on l'équipe pédagogique avec les enfants co-construisait leur propre cadre de vie. Est-ce qu'on autorisait le téléphone ou pas? On demandait aux enfants, collectivement, on va décider, est-ce que vous vous autorisez de prendre le téléphone? Des sortes de règles de communauté, c'est ça, qui sont établies dès le début? Voilà. Okay. Donc je trouvais vraiment ça... la dimension pédagogique dans les séjours, elle est clairement... je l'ai vue, quoi.
Tu as dit aussi, je crois que pour les animateurs, ces séjours sont des accélérateurs de compétences. Non, Oui, c'est ça? Ouais. absolument. Et d'ailleurs, je l'ai aussi vu, c'est qu'en fait, ils comptent pas. Enfin, ils travaillent du matin très 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 tôt jusqu'au soir, la nuit très 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 tard. Et alors, je suis hyper impressionnée par la multitude de compétences qu'ils ont à la fois pour faire un budget, faire un programme, faire du management. Et je les ai même vus des fois être en cuisine pour pouvoir aider parce que des fois il faut être là, multitâche, et tout en gardant du temps pour aller écouter l'enfant, pour aller questionner. Est-ce que si l'enfant, il y a aussi à des sujets, des fois des petites tensions qui peuvent exister entre enfants, il faut être là en fait pour pouvoir l'écouter, le rôle comprendre. de médiation. Voilà, ouais. absolument. Et là, j'étais vraiment stupéfaite par cette capacité à faire, avec un âge jeune. Moi, j'étais étonnée de voir des directeurs, des directrices de séjour d'à peine des fois 20 ans. Ouais. Donc, Des journées, j'imagine, qui sont même épuisantes. Ah oui, j'imagine, très- parce qu'après, ah oui. en plus, ça recommence Bien le sûr, lendemain. bien Et sûr. voilà, Ouais. tout à fait. Et en tout cas, j'ai vu vraiment un dévouement. Ils comptent pas du tout leurs heures. Ils sont vraiment dévoués. Alors, on sent que c'est vraiment une mission de passion. Clairement, dans les centres où j'ai été, dans toutes les équipes pédagogiques où j'ai vu, je l'ai clairement ressenti. Très bien. Nicolas, je me tourne vers toi. Ce que j'ai retenu ce matin lors de ton intervention, c'était l'importance du projet pédagogique dans ces séjours, notamment autour de la crédibilité des professionnels jeunesse. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Alors je peux essayer d'en dire plus. Hugo et Lydia ont déjà presque tout dit en fait sur cette question-là de l'engagement, presque de la mission d'intérêt général en fait que représente l'engagement des équipes éducatives, que ce soit en colo, en séjour jeunesse ou autre. Ce matin, j'ai évoqué le projet pédagogique comme un outil en fait pour crédibiliser l'action, pour laisser une trace en fait en amont de ce qu'on a envie de faire et ensuite de ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait et comment on l'a fait. Pour moi, il y a 4 axes qui gouvernent au projet pédagogique. En fait, grosso modo, c'est éviter de se dire on va tous les étés à la mer, mais on ne sait plus pourquoi on le fait, quoi. Mais on y va tous les étés. Donc il faut donner du sens, il faut donner de la crédibilité et il faut concevoir le projet pédagogique comme un outil de pilotage pour nous, pour nos équipes, si on est directeur, mais aussi pour garder à l'esprit que l'objet central, c'est l'enfant et à la fois son besoin et son désir d'émancipation, c'est-à-dire d'être pris en compte. Donc créer du sens, c'est le premier axe pour éviter de faire les choses juste parce qu'il faut les faire. C'est ce qui nous permet de savoir pourquoi on est là, pourquoi on propose ça aux jeunes et pas juste une animation de plus dans des grilles hebdomadaires à remplir. Quand on construit nos actions en lien avec ce que vivent les enfants, ce qu'ils aiment, ce qu'ils cherchent à comprendre, le plaisir vient naturellement. Et c'est aussi un enjeu. On a beaucoup parlé de plaisir ce matin, ça doit être aussi un enjeu au moins autant important que l'enjeu éducatif. Le deuxième axe, c'est l'outil de pilotage. Je l'ai dit, sans cap, on part dans tous les sens. Le projet pédagogique, c'est un outil qui nous aide à décider ensemble et à choisir nos priorités. Ça a été dit par Alain Bollon sur la question de l'évaluation, j'y reviendrai. C'est pas la peine d'avoir 150 objectifs inatteignables. 1, 2, 3 objectifs, mais qu'on peut arriver à cloisonner et à atteindre. C'est déjà un outil pour réfléchir, pour se poser et pour inventer des choses. Le troisième axe, c'est le fil conducteur. Les mercredis, les vacances, les soirées jeunes, on fait plein de choses. Le projet PEDA, c'est encore plus vrai pour les acteurs jeunesse ici, c'est le lien entre tout ça. On ne peut pas déconnecter les temps de l'enfant comme ça indéfiniment. Ça donne une cohérence à nos idées, même quand les équipes tournent ou que les groupes tournent. On revient là sur la problématique de recrutement et de qualification des animateurs. Le projet PEDA, c'est ce qui va être stable. Et puis, je l'ai dit, c'est le référentiel d'évaluation. On ne fait pas un bilan juste pour faire joli. L'idée, c'est que le projet pédagogique nous donne une base pour se poser des bonnes questions. Est-ce que les jeunes ont appris quelque chose? Est-ce qu'ils ont pris du plaisir? Est-ce qu'ils ont pu s'exprimer, proposer, prendre part? Et c'est cet outil-là, par l'évaluation, qui nous permet d'affirmer ça et du coup de venir crédibiliser auprès des pouvoirs publics l'action que l'on fait, mais aussi dans une dynamique de revalorisation des métiers et aussi dans une logique de recrutement presque. Venez chez nous parce que chez nous on fait comme ça et à la fois vous serez au service de ce projet-là, mais vous allez en tirer des bénéfices pour vous-même parce qu'on grandit aussi parce qu'au contact des enfants. Très bien.
Une dernière question que j'ai envie de vous poser à tous les trois. Les derniers ateliers se terminent petit à petit dans cette journée de rentrée 2025. Quel dernier mot pour aujourd'hui, quel dernier message vous souhaiteriez apporter aux actrices et acteurs jeunesse du territoire ? Hugo ? Peut-être revenir encore sur cette notion de plaisir, dire aux professionnels qu'on peut entendre des discours sur le fait que les jeunes changent, que la nouvelle génération change, qu'ils et elles se rassurent, ces professionnels. En fait, les jeunes, ils ont toujours envie de vacances, ils ont toujours envie de séjour. Il y a toujours une appétence très forte pour l'animation. Là, je suis en train de mener une enquête sur les stagiaires BAFA et autant au moment du Covid, on a pu se poser la question d'une crise de vocation. Non, en fait, il y a encore des jeunes aujourd'hui qui veulent faire de l'animation, qui veulent faire des séjours. Donc, ce matin, j'ai beaucoup parlé de contraintes, d'inégalités, etc. Mais je pense qu'il faut garder en tête cette notion de plaisir et se dire qu'on a des séjours très courts avec beaucoup d'activités, qu'on essaie de remplir au maximum. On a envie de mettre des enjeux pédagogiques derrière qui sont importants. Mais peut-être faut laisser place aussi au plaisir des jeunes, au fait qu'ils soient là pour s'amuser, pour être ensemble. Et à travers le plaisir des jeunes, il y a peut-être aussi du coup ce qui se joue, c'est le plaisir des professionnels. Je garde en tête une phrase que j'ai entendue lors d'une session BAFA. Il y a une jeune qui faisait de l'animation volontaire qui disait en même temps, nous, on est là pour s'éclater et pour les faire kiffer. Peut-être que ça, faut pas trop l'oublier non plus, quoi. C'est aussi ce qui donne du sens. Lydia ? Je regrette, c'est qu'en fait, on bloque un peu sur certains freins, des craintes qu'ont les parents, alors que quand on discute avec les enfants, quand ils ont vécu un séjour collectif, ils en repartent, mais les yeux brillants. D'émerveillement. Mais oui, et quand on pose la question, on a plus de 80% des enfants, quand ils sont partis une fois, qui veulent repartir. Et ça, je trouve que ça manque dans le discours, ouais. C'est peu rendu visible. Et je me dis aussi que ce qui pourrait peut-être marcher aussi, c'est la parole entre pairs. Enfin, le partage entre pairs, ça fonctionne aussi. Donc pourquoi pas aussi pouvoir donner la parole aux enfants. Et même si je pouvais inciter des familles à faire un peu d'immersion, comme ce que j'ai fait, ce serait trop bien. Franchement, pour se rendre compte et puis de l'aspect aussi pédagogique. Moi, je regrette que le projet pédagogique, il arrive en 8e position sur les critères de choix d'un séjour collectif, quoi. Nicolas. Moi, les professionnels, l'animation c'est un acte de transmission, je leur dirais juste ne lâchez rien. Voilà, on a besoin de professionnels ou de moins professionnels, d'engagés ou d'engagés salariés. Et donc je dirais juste ça, ne lâchez rien de vos valeurs, de vos conceptions aussi que vous pouvez avoir sur le métier de l'animation et sur les métiers de l'éducation, et ne lâchez rien au quotidien des jeunes parce que c'est bénéfique. C'est bénéfique, on a les preuves. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de dupliquer ce format-là à grande échelle parce que ce n'est pas une priorité. Mais il y a un terreau fertile et aujourd'hui des preuves, des études, des discours qui montrent que c'est porteur, donc ne lâchez rien. Et moi, j'ai envie de terminer avec une recommandation d'un film que beaucoup ont déjà vu, mais un grand classique de la comédie qui s'appelle Nos jours heureux d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache, sorti en 2006, et qui permet une immersion dans le monde des animateurs, mais pas que, des enfants aussi, mais surtout des animateurs de séjours collectifs, avec de l'humour, du vintage, parce que ça se passe dans les années 90, les départs, etc. Les retours, on parlait de ce fameux aussi retour d'émerveillement, on n'a pas envie de partir, on a les quelques larmes qui coulent quand on est enfant. Voilà, si vous n'avez jamais vu ce film, ça vous permettra aussi de découvrir comment ça se passe. Et puis voilà, merci à tous les trois pour votre intervention déjà ce matin lors de la table ronde et sur ce podcast. On mettra dans la description du podcast toutes les études, la présentation que vous avez faite aussi ce matin pour retrouver les différents graphiques et les différentes données et approfondir pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Merci à tous les trois et à bientôt sur Acteurs Jeunesse en Savoie. Merci. Merci.